Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live, en fait le deuxième live d'ailleurs, de ce lundi 15 avril. Comment est-ce que vous allez? Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde. Eh bien, ce soir, on va attaquer un manga que j'aime beaucoup, qui parle de bouddhisme. Alors, c'est vraiment pas très très fréquent, mais il y en a quelques-uns. Et il y a notamment un manga qui est très sympathique, qui s'appelle Buddha Café ou Butsu Café, le café Bouddha. Alors ça, c'est la version japonaise, hein. Le manga n'a pas encore été traduit en français. En anglais, a priori, il existe que en version scan et traduction par entre guillemets, des amateurs, hein. C'est comme ça, moi, que je l'ai découvert. En fait, c'était un de mes contacts Facebook qui était bon, qui avait partagé une ou deux pages de ce manga. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable, c'est un manga qui parle de bouddhisme. Et en fait, ce manga a ce côté très particulier qu'en fait, il va vraiment parler de bouddhisme d'un point de vue tout à fait contemporain. J'ai pas du tout d'infos sur l'autrice. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est issu du milieu du bouddhisme, mais vu ce qu'elle écrit, j'aurais tendance à dire que très probablement. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît non seulement bien le bouddhisme, mais surtout qui connaît en fait le monde du bouddhisme au Japon, le monde de ce qu'on va appeler les bons, hein, donc les moines bouddhistes avec des guillemets, parce que la plupart vivent comme des personnes normales, ont souvent une femme, des enfants, etc., contrairement à l'image qu'on peut en avoir. Et donc, l'autrice a l'air de bien bien connaître ce milieu-là. Et en fait, ça va être tout le fun de ce petit manga, et le côté éducatif en même temps, c'est qu'elle va vraiment présenter la vision du bouddhisme tel qu'il existe au Japon, dans notre monde contemporain. Donc c'est ça qui est très intéressant. Avant de commencer ça, je pense que je vais juste en profiter pour me représenter un petit coup, au cas où on a des personnes qui viennent de la formation Objectif Japon et qui ne me connaissent pas encore, hein, parce que cet atelier, enfin ce live Twitch fait partie des ateliers qu'on inclut dans la formation Objectif Japon. Donc je m'appelle Greg, je suis le mari de Sophie, et j'ai une petite particularité, c'est que je suis bonze dans la tradition Jodo Shinshu, donc moine ou prêtre ou ce que vous voulez. Moi j'utilise le terme bonze parce que ça ressemble plus au japonais bozu, au bosan. Donc voilà, je suis bonze dans la tradition japonaise qui s'appelle Jodo Shinshu, qui est une des traditions qu'on va retrouver dans ce manga-là, parce qu'un des moines, celui à envers, est aussi un moine ou un bonze Jodo Shinshu, donc on est de la même école, lui et moi. Et du coup, j'ai été ordonné à Kyoto en 2022, et puis du coup, j'en profite pour partager le bouddhisme avec les personnes en francophonie via cette chaîne Twitch. Notamment, j'ai aussi un petit site internet. Mais là, le gros, on va dire, de ma pratique en termes d'enseignement se fait sur Twitch et sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je suis en live tous les lundis, mercredis et vendredis, sauf vacances ou imprévus. Et en général, je fais ça le matin à 8h30, avec du coup cette petite exception qui sont les lives là qu'on fait ensemble le soir dans le cadre de la formation Objectif Japon. Donc je vois qu'on a été rejoint aussi par Bouteille d'eau, salut, et CT5467, salut à toi aussi. Donc je vous propose qu'on regarde ce petit manga. Donc ce que j'ai fait, je me suis amusé à traduire en français pour vous les différentes bulles du manga. Et je vais justement discuter derrière des éléments qui sont intéressants à discuter. Donc, je vous partage ça. Et d'ailleurs, bien sûr, hein, comme d'habitude, si vous avez des questions sur le bouddhisme au sens large, sur le bouddhisme japonais, etc., n'hésitez pas, bien sûr, à me les poser. Je suis là pour ça. On a tout à fait le temps. Donc, ce manga, Buddha Café. Donc, c'est un manga, en fait, qui va suivre les aventures de cette héroïne qui s'appelle Ruri, qui découvre complètement le monde du bouddhisme. Elle n'y connaît rien. En fait, elle a à peu près... Luli est intéressante parce qu'en fait, elle a vraiment le niveau de connaissance de bouddhisme du japonais moyen. On va dire vraiment, oui, elle sait que le bouddhisme existe, elle sait vaguement qu'il y a des moines, mais on va dire qu'elle en sait pas forcément beaucoup plus que ça. Donc c'est notre héroïne, et elle va débarquer dans un café qui est tenu par 3 moines, qui sont les beaux gosses, qui sont là en arrière-plan. Donc c'est un manga qui mélange le côté information sur le bouddhisme, le côté un peu humour, et un tout petit peu de romance qui va se mettre en place au fur et à mesure. Voilà. Bon, nous, c'est surtout là le côté bouddhisme qui nous intéresse, mais ce manga, il n'y a pas que ça. Donc, je vous propose de regarder la première page ensemble, et on va disséquer ce manga tous ensemble. Donc, Trinquons au thé sucré. Là, dans le début du manga, ce qui est assez sympa, c'est qu'en fait, chaque page est un mini-chapitre. Donc, Trinquons au thé sucré. Le café bouddhiste Kisako est un café populaire où vous pouvez savourer un thé délicieux dans le calme. Apparemment, il est tenu par des bonzes. Donc là, on nous présente notre héroïne qui s'appelle Yakushi Ruri.
Yakushi, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que son nom, ici, Yakushi, c'est le nom du Bouddha de médecine. C'est le Bouddha qui s'appelle Yakushi Nyorai, qui est du coup qui a fait le vœu de soigner et d'aider toutes les personnes qui souffrent voilà de maladies aussi bien physiques que de maladies mentales et de, voilà de les soigner, de les accueillir dans sa terre pour prendre soin d'eux. Donc il y a un côté un peu soin, aide aux personnes en détresse, etc. dans son nom. Donc elle dit apparemment il est tenu par des bonzes. Et vous voyez, Luli, quand elle imagine un bonze, elle imagine un peu l'image que vous en avez probablement. Donc voilà, une personne très sereine, chauve, habillée en moine, voilà, très, très classe, très stéréotype du moine. Alors je vais vous zoomer un petit coup si vous voulez voir voilà, le très stéréotype du moine. Et donc elle débarque, et à la place de ça, sur quoi elle tombe? Sur une scène de bar à hôtes. C'est un bar à hôtes. Et donc on a cette scène où on a apparemment un hôte qui dit tous ensemble, sur terre comme au ciel, moi seul suis digne d'être honoré. Et donc elle se dit, qu'est-ce que je fous là? Je croyais que j'étais dans un café bouddhiste, je me retrouve dans un espèce de bar à hôtes tenu par des mafieux, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et donc en fait, la première blague là-dessus, c'est qu'en fait cette scène que vous avez ici, c'est une scène bouddhiste un petit peu détournée. Donc on va regarder tout ça ensemble, on va regarder le détail. Alors déjà, la première chose, qui va peut-être vous choquer d'ailleurs, c'est comment ça se fait qu'on a un café qui est tenu par des bonzes? En fait, ce qui va se passer dans le bouddhisme au Japon, ça c'est un premier point qui est intéressant à discuter, c'est qu'en fait, au Japon et pour le japonais moyen, le bouddhisme égale cérémonie mortuaire. Et c'est globalement ça. Ils vont pas forcément aller beaucoup plus loin. Pour la plupart des Japonais, une des seules fois où ils vont réellement voir un moine en action, c'est pour un enterrement ou pour les cérémonies qui vont être faites pour commémorer la mémoire d'un défunt à des dates qui sont fixes, des dates d'anniversaire de mort. Et pour vous donner un ordre d'idée, quand j'ai commencé moi à devenir bouddhiste, j'avais déjà raconté sur cette chaîne, mais quand moi j'ai commencé à devenir bouddhiste, je voulais me procurer ce qu'on appelle un nenju, c'est-à-dire un chapelet comme ça, que les bouddhistes, alors pas que les moines, aussi que les pratiquants bouddhistes, portent en signe de respect au Bouddha. Donc moi j'avais envie d'en avoir un, et à ce moment-là, Sophie allait au Japon sans moi pour aller rencontrer des gens, et je lui ai dit, écoute, comme tu es au Japon, est-ce que tu pourrais pas, s'il te plaît, me ramener un nenju? Ça me ferait super plaisir. Et donc Sophie, comme elle avait aucune idée d'où trouver un nenju, parce qu'elle, comme moi, on s'était jamais particulièrement intéressé à ça quand on était au Japon, elle a demandé à ses amis japonais. Et ses amis japonais lui ont tous répondu, pourquoi tu veux un nenju? C'est un truc pour les enterrements. Et donc, ça, c'est vraiment la perception standard que va avoir un japonais du bouddhisme. C'est les enterrements. Et du coup, une technique qui a été trouvée par certains moines pour rendre le bouddhisme un petit peu plus accessible au commun des mortels, eh bien, c'est tout simplement d'ouvrir des lieux qui soient en dehors du cadre des temples pour que les gens puissent venir et s'imprégner des enseignements du bouddhisme dans un cadre qui soit un petit peu plus décontracté, un petit peu plus chill. Et c'est comme ça qu'on a commencé à voir la création de ces cafés bouddhistes où les moines sont là pour servir les gens, leur servir des cafés, des thés, etc., des petites pâtisseries, et surtout discuter avec eux du bouddhisme. Et il y a aussi, simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être très intimidés à l'idée de rentrer dans un temple, ils vont pas vraiment comprendre à quoi ça sert, et à nouveau, pour beaucoup de Japonais, le bouddhisme n'a pas une influence sur leur vie, il n'est là que pour faire des cérémonies de mort, point barre. Donc déjà, c'est le premier point qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un café effectivement tenu par des moines. Donc c'est pour ça, pour rendre le bouddhisme plus accessible aux gens, essayer de le ramener un petit peu dans la sphère publique, pour que des gens puissent simplement pousser la porte, se dire « Ah tiens, je suis dans un environnement bouddhiste, mais effectivement, c'est décontracté, c'est sympa et tout, je peux peut-être commencer à parler plus librement de mes questions sur la vie, sur la mort, etc. etc. » Ça, c'était le premier point. Le deuxième point qui est assez intéressant, c'est comment ça se fait que ce petit bonhomme-là, le moine là qui est en bas, avec ses cheveux longs, son look de host, de bar à hôtes, de membre d'un bar à hôtes, comment ça se fait que ce gars, il est moine? Eh bien, en fait, simplement, dans le bouddhisme japonais, il est autorisé pour les moines d'avoir des cheveux, de vivre normalement, et d'autant plus quand ces moines font partie de l'école qui s'appelle Jodo Shinshu. Vous voyez, il a carrément une boucle d'oreille et tout, enfin, il est vraiment en mode oshare, en mode beau gosse. Et en fait, dans le Jodo Shinshu, dans ma branche, c'est tout à fait autorisé, et ce, vraiment depuis quasiment les débuts de notre école. Le fondateur de notre école, Jodo Shinshu, il était marié, il a eu des enfants, etc. Et donc, on est autorisé à avoir des cheveux, à vivre une vie normale. Et donc, cette image, elle va un peu clasher avec l'image que nous, en tant qu'occidentaux, on va avoir du bouddhisme, mais également aussi une image que la plupart des pays autour du Japon, la plupart des pays bouddhistes autour du Japon, vont avoir des moines. C'est-à-dire que pour la plupart des pays bouddhistes,
Un moine bouddhiste, eh bien, il est chauve, il respecte des préceptes très très précis. Il peut pas boire d'alcool, il peut pas avoir de relations sexuelles, donc pas de femmes, pas d'enfants, etc. Euh, il doit vraiment vivre dans un monastère, etc., etc. Donc quand les Japonais, enfin justement, les personnes en dehors du Japon, quand ils voient les moines avec des grosses guillemets, les moines avec des grosses guillemets japonais, ils se disent mais c'est quoi ces énormes touristes? Mais au Japon, c'est tout à fait normal et c'est accepté et ça fait longtemps, notamment dans la branche de Shinshu dont je fais partie, ça fait super longtemps que c'est tout à fait autorisé de vivre comme ça. Donc, ce beau gosse, c'est un moine bouddhiste, n'en déplaise aux critiques. Et donc, ce qui est maintenant intéressant de discuter, c'est qu'est-ce que c'est que cette scène qu'on voit ici, avec le beau gosse qui dit sur terre comme au ciel, moi seul suis digne d'être honoré. Donc le gag, c'est justement, on a l'impression que c'est lui qui le dit en disant c'est moi le beau gosse de la salle, vénérez-moi. En fait, c'est pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit ici, en fait, il paraphrase ce que le Bouddha aurait dit au moment de sa naissance. Donc là, il faut qu'on se tourne un petit peu sur la naissance du Bouddha. Le Bouddha historique, le Bouddha Shakyamuni, il y a plein de légendes, tout plein de légendes qui circulent sur sa vie. Et il y a une des légendes qui est assez particulière qui raconte sa naissance. Attends, tenez-vous bien, c'est assez bizarre. Le Bouddha, quand il est né, il serait déjà pas né comme une personne normale, il serait né du flanc droit de sa mère, sans qu'elle soit blessée. Donc il a traversé comme ça. Il aurait fait directement 7 pas, il se serait mis debout, il aurait fait 7 pas, 7 pas au nord. Il aurait regardé les directions. Il aurait levé une main en direction, comme on le voit sur cette petite image, une main en direction du ciel, une main en direction du sol, et il aurait dit « Sur la terre comme au ciel, moi seul suis digne d'être honoré, ou moi seul vais être celui qui sera honoré. » Donc en fait, imaginez ce bébé, un bébé qui se met tout à marcher comme ça alors qu'il vient de naître, qui fait ses 7 pas et qui dit sa phrase, c'est très très bizarre. Mais en fait, voilà, c'est comme ça qu'on raconte la légende. Alors bien sûr, c'est une légende, hein, on va pas se mentir, hein, c'est une légende, ça fait beau, etc. Donc c'est comme ça qu'on raconte la légende. Et donc au Japon, en fait, il y a une cérémonie qui se fait tous les 8 avril, qui s'appelle le Hana Matsuri, donc le festival des fleurs, ou le Kanbutsu, qui fête la naissance du Bouddha. Et pendant cette fête, on va faire, de façon un peu moins folklorique que ce que fait ici notre petit moine, hein, on va simplement verser du thé sucré sur une petite statue du bébé Bouddha qui a les mains comme ça en pose disco. Et du coup, bien sûr, la blague sur cette partie-là du manga, c'est que la bouteille de, on voit c'est marqué ici, hein, c'est sucre et thé, hein, donc c'est du thé sucré. La bouteille de thé sucré qu'il utilise, on dirait une bouteille de champagne. Il a mis les verres comme si c'était des verres de champagne qui vont couler. Et la statue de Bouddha, à cause de sa pose, a des petites lunettes et une boule disco derrière, on dirait qu'il est en train de faire la fête. Mais non, en vrai, c'est normal, cette pose est normale. Il veut juste rajouter des petites lunettes de soleil. Et vous voyez, en bas, il y a bien marqué, hein, du coup, le 8 avril, naissance du Bouddha. Donc en fait, il a un petit peu détourné une cérémonie classique d'hommage au Bouddha. Et ça se fait vraiment partout dans les temples au Japon pour célébrer la naissance du Bouddha. Et la raison pour laquelle on met du thé sucré, c'est parce que, a priori, parmi tous ces événements miraculeux qui se seraient passés lors de la naissance du Bouddha, il y a un moment où des dragons lui auraient fait pleuvoir de l'eau sur sa tête, de l'eau pure. Et du coup, pour représenter l'eau pure, on lui verse du thé sucré. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on détourne comme ça une cérémonie, une scène classique du bouddhisme pour donner l'impression que c'est un bar à hôtes. Mais ça, du coup, ça va être un peu typique de ce type de café où, comme je disais, hein, on va cultiver une ambiance beaucoup plus décontractée, beaucoup plus fun. On va un petit peu, s'il faut, détourner les rituels, simplement pour mettre l'ambiance, faire en sorte que les gens interagissent un petit peu plus, quoi. Donc voilà, voilà l'idée. Alors, je regarde un petit peu vos questions en attendant. Alors, je vois, parce que ça existe vraiment, oui, oui effectivement, ces cafés bouddhistes, ça existe, ça se fait vraiment, hein, c'est pas une blague. Et ça fait partie de ces actions qui ont été mises en place par les moines pour rendre le bouddhisme plus accessible et casser les codes du bouddhisme égal long terme. Il y a Gulli qui dit la vache, 361 chapitres, je viens de voir. Ah ouais, non, mais alors il faut pas regarder les spoils. Moi, franchement, j'ai pas été jusqu'au bout. Je n'ai que les 3 premiers tomes en japonais et j'ai pas tout lu en anglais non plus. Mais c'est surtout, après, voilà, j'ai vu qu'en fait, au bout d'un moment, ça tourne un peu plus sur le côté romance, etc. Mais le début est vraiment orienté sur l'apprentissage du bouddhisme au Japon, enfin la culture bouddhiste au Japon. Et c'est plutôt cette partie-là, bien sûr, que moi j'ai envie de mettre en avant. Voilà.
Il y a Dagdeg qui dit: «Je vais ouvrir un bistrot bouddhisme Chine dans une maison bretonne d'époque, ça va avoir de la gueule». Ah ouais, putain, si tu sers le cidre, des bolets de cidre avec des statues de Bouddha autour, ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal. Il y a Gilly qui dit: «Si mon gosse naît de mon flanc droit et fait 7 pas au nord, soit je le vends à un zoo pour faire un max de thunes, ça j'en fais don à la science». Non mais moi je trouve ça ultra flippant, hein. L'idée d'avoir le bébé qui se met à marcher et qui sort sa phrase, je trouve ça extrêmement flippant. Moi c'est horrifique comme vision. Et voilà, c'est, on va dire, c'est les légendes. Voilà, c'est toujours un petit peu folklorique, hein. Il faut toujours en rajouter un petit peu pour rendre tout ça plus miraculeux, plus incroyable. C'est normal, mais ça aide les gens aussi à s'imprégner de ça. Voilà, ça permet de faire une célébration pour la naissance du Bouddha. Voilà, il y a des intérêts quand même à faire ce genre de choses. Donc, eh bien, notre pauvre Luli, son premier contact avec le café, elle est un peu sceptique. Elle se demande vraiment ce qu'elle fout là. Elle se dit: je me suis trompé de porte, je suis dans un bar à hôte. Mais non, 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 tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ah, merci Patricek pour le follow. Merci beaucoup. Salam Rose qui dit: du coup, il faut avoir pas mal de références pour comprendre la subtilité du manga. Oui, alors pour certains éléments, après il y en a d'autres où c'est un petit peu plus clair. Mais là, c'est vrai que typiquement, bah, si tu connais pas le Hanamatsuri, effectivement, tu passes à côté de la ref, tu te demandes un petit peu ce qui se passe. Donc c'est pour ça aussi que je suis là pour vous expliquer tout ça, mais je trouve que c'est un bon support pour discuter du bouddhisme. C'est vraiment très cool. On va passer à la deuxième planche, qui est intéressante parce qu'elle va nous présenter nos différents protagonistes. Et là, il va y en avoir des choses à raconter. Donc dans ce café, on a 3 moines ou 3 bonzes qui travaillent. On a Amida Sairen, qui est de l'école Jodo Shinshu, comme moi. Il est de la famille. C'est leur famille. C'est leur famille. C'est le beau gosse, c'est la famille. Ensuite, on a Fudo Shunkai, qui est de l'école Shingon. Et en troisième, on a Shakado Ryuko, qui est de l'école Zen Rinzai. Donc on a 3 écoles différentes. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont nous dire ces 3 personnages? Après, je reviendrai dans le détail. Donc Amida, donc Sairen, hein, il surnomme Ren dans le reste du manga, Ren-chan, qu'est-ce qu'il nous dit? Sérieusement, est-ce que l'anniversaire du Bouddha n'est pas trop solennel? Donc voilà, là, il a mis une image classique au-dessus de ce qu'on imagine quand on fait ce fameux anniversaire du Bouddha. Et bien sûr, lui, à côté, il a fait ça à la place. Bon, voilà, ils vont le dire dans le reste du manga, il est un petit peu excentrique et flamboyant. Voilà, il est un peu foufou. Mais c'est normal, c'est un moine Jodo Shinshu. C'est logique. Lui, il est un peu plus mystérieux et il nous dit: les enseignements bouddhistes disparaissent graduellement. Enfin, du moins, nos chiffres sont bons. Moi, il est content parce que l'argent rentre. Je reviendrai dessus aussi pourquoi, bien sûr. Le moine zen qui nous dit: toutes les choses conditionnées sont impermanentes. Voilà, là, ils sont chacun leur petit topo et donc elle arrive avec son CV et elle leur dit: oh, c'est un bonze. J'ai vu votre offre d'emploi. Est-ce que c'est bien le café Bouddha? Et donc il répond: pour le travail à temps partiel. Yes, ce sera ma première fois en tant que Miko, donc comme vierge officiant dans les sanctuaires Shinto. Et donc le moine lui répond: mais on n'est pas un sanctuaire Shinto. Et donc voilà, je vais donc vous décrypter un peu tout ça parce qu'il y a pas mal de choses à raconter juste sur ce panneau. La première chose qui est intéressante de discuter, c'est quelles sont les 3 écoles qu'on va retrouver dans ce manga et du coup, quelles sont un peu les caractéristiques qui vont se répercuter sur les personnages. Ils n'ont pas choisi les écoles des personnages au hasard. Ça correspond assez bien à leur caractère. Donc le premier, c'est le moine donc Ren-san, qui est un moine Jodo Shinshu. Le Jodo Shinshu, c'est une école qui est une école extrêmement on va dire simple en termes de pratique. Déjà, on ne vénère qu'un seul Bouddha, qui est le Bouddha Amida. C'est le Bouddha qui représente la sagesse et la compassion infinie. C'est le Bouddha de la lumière et de la vie infinie. Je vais en reparler un petit peu après. On a une pratique simple, c'est le Nembutsu. C'est donc la pratique de la récitation du nom du Bouddha Amida. En fait, notre pratique, c'est de penser et de s'en remettre à ce Bouddha-là et de réciter son nom. C'est le Bouddha qui vraiment symbolise la compassion et la sagesse infinie. Et une caractéristique du Jodo Shinshu dont j'ai un petit peu parlé, c'est que dès le départ, on va reconnaître que les préceptes bouddhistes, donc la liste que tous les préceptes que les moines devaient suivre historiquement, on va décréter que ces préceptes, à notre époque, sont caducs. Donc, on ne prend pas les préceptes et on vit dans le Jodo Shinshu comme des moines standards, et ce depuis la création de cette école. Donc, on le retrouve un petit peu avec Ren qui a un comportement, on va dire, vraiment plus un peu beau gosse, un peu entre guillemets, il fait pas le moine. C'est pas quelqu'un qui va jouer à faire le moine. Et ça, dans le Jodo Shinshu, c'est vraiment important. Hein. On ne s'amuse pas à faire semblant d'être des moines parfaits, etc. On va reconnaître que tous les êtres
sont des êtres normaux, avec leurs défauts, leurs qualités, mais voilà, on va pas faire oui, je suis un moine parfait. Donc c'est pas du tout son délire à lui. Le deuxième, c'est donc Shunkai, qu'on va appeler Kai-san, ils vont l'appeler Kai dans le reste du manga. C'est un moine Shingon. Le Shingon, c'est déjà beaucoup plus mystérieux. Le Shingon, c'est une école ésotérique, c'est-à-dire qu'elle va être basée sur des pratiques qui sont vraiment des pratiques complexes, et c'est des pratiques qui vont se transmettre de maître à disciple. Donc c'est des pratiques cachées, il faut avoir un maître pour vous les enseigner, c'est le maître qui va vous dire si vous avez le droit de faire ces pratiques, si vous avez le droit vous-même de les enseigner, et on va avoir ce qu'on appelle des mantras, donc on va répéter des sortes de paroles magiques, des mudras, on va faire des mouvements de main un peu bizarres comme dans Naruto, et on va avoir des visualisations de Bouddha, de Bodhisattva, de protecteurs du bouddhisme, on va avoir des visualisations complexes. Mais il y a un côté du coup un petit peu mystérieux, un petit peu caché, parce que le commun des mortels n'a pas accès à ces pratiques. Et d'ailleurs, les moines, hein, souvent dans le Shingon, quand ils officient, ils cachent leurs mains avec des grandes manches, plus grandes que celles de mon kimono à moi, et justement pour qu'on les voit pas forcément faire leur mudra. Donc là, c'est lui, c'est le mystérieux. Et on a, en dernier, le moine zen. Donc le zen, hein, c'est l'école que la plupart d'entre vous connaissent. C'est la classique. Lui, il fait partie spécifiquement de la sous-école qui s'appelle Rinzai. Il y a deux écoles principales hein, du bouddhisme zen au Japon. Il y a le Zen Soto et le Zen Rinzai. Le Zen Soto, c'est une école qui va se baser sur la méditation qu'on appelle Zazen, où en fait on ne fait que méditer. En fait, c'est une méditation où on va accorder beaucoup d'importance sur la posture, mais on ne va pas chercher à contrôler ses pensées particulièrement. Alors que dans le Rinzai, à l'inverse, on va méditer en réfléchissant sur ce qu'on appelle des koans, donc des phrases un petit peu paradoxales du type quel est le son d'une seule main qui frappe, ou quel bruit fait un arbre qui tombe dans la forêt s'il n'y a personne pour l'entendre. Donc en fait, le but, c'est de casser la façon de penser habituelle via des espèces de phrases paradoxales sur lesquelles on va méditer. Et donc lui, il fait partie de l'école Rinzai, donc celle qui utilise les koans. Et ce qui est assez caractéristique du zen en général, c'est que on va avoir des pratiques qui vont être, enfin des règles, surtout des règles qui vont être très très strictes, qui vont régir tous les aspects de la vie quotidienne. On va mettre vraiment beaucoup l'accent sur la vie quotidienne, sur le fait que chaque action qu'on va réaliser doit être réalisée en pleine conscience pour s'approcher comme ça de l'état de Bouddha. En fait, pour eux, quand on fait les actions en étant vraiment complètement immergé dans son action, alors on s'approche de l'état d'un Bouddha. Donc ça déjà, c'est donc nos trois protagonistes avec leurs trois écoles, qui sont, comme vous le voyez, hein, des écoles très différentes. Ça, c'est un point sur lequel j'insiste souvent quand je parle du bouddhisme au Japon, c'est que il n'y a pas une forme de bouddhisme, mais des formes très variées. Et ça, on le retrouve avec nos trois protagonistes. Hein. Entre le bouddhisme pratiqué par Ren-san, qui est à droite, et le bouddhisme pratiqué notamment par Kai au milieu, il n'y a pas grand-chose à voir. Ce sont des branches de bouddhisme avec des pratiques très différentes. C'est un peu deux mondes différents. Et pourtant, ce sont deux formes de bouddhisme qu'on trouve au Japon. On pouvait les retrouver dans les mêmes villes, etc. Mais voilà, c'est deux approches du bouddhisme, de la pratique, qui sont très différentes. Et donc techniquement, normalement, je l'ai mis ici, un temple est affilié à une seule école. Mais comme là, c'est pas réellement un temple, c'est un café, eh bien, on peut avoir plusieurs affiliations dans un seul café. Hein. Là, on voit bien que c'est trois bons d'écoles différentes qui se sont mis ensemble, probablement plus parce qu'ils avaient envie de faire ça pour partager le bouddhisme. Et donc, comme c'est pas un temple, ils peuvent se permettre d'être trois écoles différentes dans le même lieu. Donc ça, c'est la première chose que je voulais voir avec vous. La deuxième, justement, ce qui est intéressant, c'est les noms qui ont été choisis pour chacun de ces bonzes. Je vous avais déjà parlé juste avant de Ruri. Ruri, son nom, du coup, c'est le Bouddha de médecine, Yakushi Nyorai. Et en fait, pour les trois bonzes, ils vont avoir chacun, justement, en nom de famille, un Bouddha ou un Bouddha ou une divinité du bouddhisme qui est en rapport avec son école. C'est souvent la divinité du bouddhisme à laquelle on pense en premier quand on pense à leur école. Donc, Ren-san, à droite, qui est du Jodo Shinshu, son nom, c'est Amida, parce que Amida, c'est simplement le Bouddha, le seul Bouddha qui est vénéré dans le Jodo Shinshu, qui est le Bouddha de la lumière et de la vie infinie. Ce Bouddha, que j'ai représenté ici en bas à gauche, il a fait le vœu d'accueillir dans sa terre pure, donc dans son environnement de pratique, son environnement purifié, il a fait le vœu d'accueillir tous ceux qui prononceraient son nom et qui s'en remettraient à lui. Fudo Shunkai, donc Kai-san, lui, il a le nom de Fudo-myo, que j'ai mis ici au milieu, qui a l'air bien énervé. Fudo-myo, c'est une divinité courroucée.
C'est une divinité en fait qui est là pour encourager les pratiquants en leur disant voilà, tu peux le faire gamin, tu vas y arriver. Et Fudo, lui, il représente la transformation de la colère en sagesse. Et vous voyez là qu'il a l'air fin vénère. Et du coup, en fait, il va transformer tout ça. Il a une épée pour couper les passions. Il a des flammes derrière qui vont brûler les passions mauvaises. Il a une corde pour attacher les bonnes choses. Donc voilà, il a vraiment tout cet attirail. Il a l'air un petit peu démoniaque, mais en fait, il est là pour encourager les pratiquants ésotériques à se dépasser. Et le dernier, donc Ko-san, donc Ryuko, qui est le moine zen, lui, son nom c'est Shakado. Donc Shakyamuni, en fait, c'est simplement le Bouddha historique, la personne qui a existé en Inde il y a 2500 ans, qui est vraiment le fondateur du bouddhisme. Avec la différence ici d'Amida, à gauche, qui lui ressemble beaucoup, qui Amida, lui, est un Bouddha cosmique, c'est-à-dire un Bouddha qui existe dans une dimension ou dans un monde, dans des mondes qui sont extrêmement éloignés d'une autre, mais qui peuvent quand même interagir avec nous. Donc voilà, ça c'était le deuxième point qui est intéressant, c'est leurs noms qui n'ont pas été choisis au hasard. Enfin, il y a quelques enseignements intéressants par rapport au bouddhisme et notamment à la vision qu'il y en a au Japon. Donc là, je reprends les paroles que disait Kai-san ici, le moine Shingon, qui dit « Les enseignements bouddhistes disparaissent graduellement. Enfin, au moins, nos chiffres sont bons. » Il y a cette idée dans le bouddhisme du grand véhicule, le bouddhisme qui est pratiqué au Japon, que le bouddhisme, au bout d'un moment, va finir lui-même par disparaître. Il y a un élément qui est extrêmement important dans toutes les formes de bouddhisme, c'est l'impermanence de toute chose. Toutes les choses vont finir par disparaître au bout d'un moment. Pour certaines, ça peut prendre un temps extrêmement long, mais ça finira par disparaître. Et donc ça s'applique également aux enseignements du Bouddha. Les enseignements du Bouddha vont être activés par un Bouddha, vont être vraiment à leur top quand le Bouddha est dans le monde, et au fur et à mesure, après la mort du Bouddha, ces enseignements vont décliner, se déformer, finir par ne plus être vraiment praticables, et finir par complètement disparaître. Et une fois qu'ils auront disparu, au bout d'un moment, il y a un autre Bouddha qui va revenir dans notre monde et qui va réactiver ses enseignements. Donc du coup, c'est un cycle d'apparition et de disparition. Et donc là, Kai-san, ce qu'il me dit, c'est qu'effectivement, les enseignements bouddhistes sont en train de disparaître au fur et à mesure. Donc il dit c'est chaud, mais au moins on se fait du blé. Alors ça, c'est un petit peu une critique assez gentille de l'auteur par rapport au Shingon, où dans le Shingon, les moines ont commencé à se faire pas mal d'argent, notamment en vendant des amulettes de protection, plein de choses comme ça. C'est assez mercantile, il y a beaucoup de choses que vous pouvez acheter, et donc les moines forcément se font pas mal d'argent. Donc lui, c'est un peu son délire, il aime bien la thune. Et Shaka qui dit « c'est normal que les enseignements disparaissent puisque toutes les choses conditionnées sont impermanentes. Toutes les choses qui dépendent de causes et des conditions, donc des causes et des effets, c'est-à-dire absolument tout, tous ces éléments-là, au bout d'un moment, vont finir par disparaître, elles sont impermanentes. » Donc ça, c'est un des points d'enseignement importants du bouddhisme, cette idée de l'impermanence de toute chose. Et le dernier point que je trouvais intéressant sur ce petit panneau ici, c'est la réflexion de Luli, qui, quand je vous dis Luli, c'est vraiment la japonaise moyenne qui n'y connaît strictement rien en bouddhisme, au point où en fait, elle va confondre Shinto et bouddhisme. Pour elle, elle dit « Ouais, super, je rentre dans un café bouddhiste, du coup, je vais pouvoir être une vierge de sanctuaire. » C'est-à-dire ces jeunes que vous avez peut-être déjà vus ces jeunes que vous avez peut-être déjà vus ici dans certains mangas ou animés, ou même au Japon pour ceux qui y ont été, ce sont en fait des femmes vierges qui vont effectuer certains rites dans les sanctuaires Shinto. Et donc elle se dit « Ouais, je vais pouvoir faire ça. » Puis le moine lui répond « Mais enfin, on n'est pas un sanctuaire Shinto. » Et en fait, c'est vraiment classique au Japon. Les gens, en fait, les Japonais vont aller dans les sanctuaires et les temples pour se donner de la chance, sans forcément faire trop attention si c'est un temple, si c'est un sanctuaire. Dans le doute, ils vont mettre une pièce et ils vont prier. Ils savent même pas forcément qui, mais c'est pas un problème. Et effectivement, pour beaucoup, ils font pas la différence entre les deux, ils vont pas trop savoir. Alors ils savent bien sûr que plutôt le bouddhisme, c'est pour les enterrements, Shinto, ça va être plutôt pour les mariages ou autres, mais à part ça, ils font vraiment pas trop la différence entre les deux. Ils vont prier des divinités Shinto exactement de la même manière qu'ils auraient prié des Bouddhas. Voilà, ils se posent pas de questions. Et vraiment, moi, j'ai déjà eu cette différence où moi-même, j'ai dû expliquer à des amies japonaises c'était quoi la différence entre les deux, en fait. Genre, on se baladait dans un sanctuaire, puis on m'a demandé, mais du coup, en fait, c'est quoi la différence entre le Shinto et le bouddhisme? Parce que vraiment, pour eux, ça leur passe au-dessus. Et comme je dis souvent cet exemple-là, parce que moi, je suis coupable de mon côté, de la même manière que moi, je ne suis pas éduqué aux subtilités du christianisme, malgré le fait qu'on soit dans un pays qui est historiquement chrétien.
Donc moi, il y a plein de choses quand je vais dans des églises ou des choses comme ça que je ne comprends pas. J'ai pas forcément toujours les différences entre voilà, les subtilités des protestants, des catholiques, des orthodoxes, etc. Enfin, en tout cas, un peu plus maintenant parce que je me suis un peu renseigné, mais à l'époque, quand j'étais ado, ou même jeune adulte, vraiment, je voyais pas la différence, en fait. Et donc, bah, elle est vraiment pareille, hein, elle fait pas la différence entre le shinto et le bouddhisme. Pour elle, ouais, c'est à peu près la même chose, quoi. Et ça, c'est classique pour les Japonais. Donc, c'est assez marrant. Voilà, d'où le côté un petit peu éducatif de ce manga, quoi. Voilà. Je regarde un petit peu ce que vous m'avez dit. Salut Armel qui dit Kombawa, je suis un peu en retard, salut Thierry aussi. Gulli qui dit les moines en mode Ikemen, c'est pour recruter des bonnes sœurs. Bah, c'est pour faire venir les filles dans le bouddhisme. Venez. Mm. Surtout que j'en ai pas discuté, mais les femmes aussi peuvent être ordonnées. Hein, donc on peut être bonze féminine. Féminin, il n'y a pas de souci. Hein. D'ailleurs, moi, là, j'en ai déjà parlé, mais la personne qui m'a formé, notamment au rituel dans ma branche, c'est une femme qui est ordonnée depuis très longtemps, qui est japonaise et qui vit aux États-Unis et elle a un temple là-bas, un temple Jodo Shinshu. Donc ouais, c'est aussi tout à fait possible d'être ordonnée en étant du coup une femme. Il n'y a aucun problème. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à les bonzesses? Armel qui dit les bonzesses, c'est ça? Est-ce que déjà vous avez un peu des questions par rapport à tout ça ou des commentaires? Est-ce que vous êtes surpris par certaines choses? J'en profite pour boire un petit coup en attendant. Ok, bah je vais continuer. De toute façon, n'hésitez pas hein, si vous avez bien sûr des commentaires. C'est pointu comme manga du Jardin de Thé. Oui, oui, ça reste assez pointu. C'est vraiment, honnêtement, je ne sais pas réellement à qui s'adresse ce manga. Ça reste pour moi, bien sûr, un manga, on va dire, de niche, hein, clairement. Vous n'allez pas le trouver partout dans les petites librairies et tout. Faut déjà le vouloir pour le trouver. Donc, je sais que par contre, auprès des personnes qui s'intéressent vraiment au bouddhisme, notamment les bonzes et bonzesses, du coup, clairement, la plupart le connaissent. Moi, j'ai été surpris, mais donc justement, la bonze qui m'a formé, elle est venue passer chez nous quelques jours en début d'année. Et elle a été trop surprise de voir que je les avais parce qu'en fait, elle connaissait et elle aime beaucoup ce manga. Celui-là est un autre manga que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle Les vacances de Jésus et Bouddha. C'est un autre manga qui parle de bouddhisme et de christianisme, qui est très sympa, qui raconte l'histoire de Jésus et Bouddha qui décident ensemble de prendre des vacances et donc ils se retrouvent colocataires dans un tout petit appart à Tokyo et ils essayent de vivre comme des Tokyoïtes normaux. Sauf que bah, comme c'est Jésus et Bouddha, ils ont tendance à faire des miracles sans faire exprès. Ils essaient de pas se faire griller, donc c'est assez rigolo. Et, ouais, et du coup, elle connaissait ces deux mangas, donc elle était surprise de voir ça. Donc je sais pas si le public de base, c'est justement les familles de moines, parce que mine de rien, des bons au Japon, il y en a un sacré paquet. Ou alors, est-ce qu'il y a vraiment des gens un peu plus communs qui sont tombés là-dedans et qui ont accroché? C'est une bien bonne question, quoi. Voilà. Il y a Armel qui dit, ouais, j'ai été surprise par le côté relax. Tout à fait, ouais. Et Gulli qui dit, je tiens juste à dire que les Miko ont trop la classe, juste en les voyant, j'ai des flashbacks d'Inuyasha. J'ai envie d'aller me battre contre les forces du mal. Ouais, voilà. Non, c'est vrai que les Miko, c'est très joli. Moi, j'en ai vu en vrai dans des sanctuaires et tout. Elles sont, avec leur habit et tout, leur habit de cérémonie, elles sont vraiment très très stylées, les Miko. C'est très cool. Très très cool. Et bien, je vous propose de continuer un petit coup. On va continuer justement l'introduction de ces différents personnages. Donc, c'est le temple versus, enfin, X. Les Japonais aiment bien ce X pour dire avec donc le menu du café, le café menu, donc le menu du café. Donc, on va voir un peu quel est le travail de chacun de ces bonzes dans le café. Donc, on a déjà le manager, le boss, c'est Ko-san. Donc, vous avez dit, hein, Ko-san, il est du Rinzai. C'est donc effectivement celui qui est le plus à cheval sur les règles. Voilà, donc c'est le manager. Et il s'occupe du thé japonais, du matcha, ainsi, je pense qu'il veut dire sencha ici, hein, pour thé japonais, du sencha, du matcha, ainsi que de la méditation zen et des conseils plus globaux aux personnes. Et donc elle se dit, waouh, quand elle le voit lui, avec son habit de moine, son attitude et tout, elle se dit, waouh, c'est vraiment un temple. Après, elle a Ren-san, mon copain, qui est du coup, qui s'occupe lui des repas. Il dit, je m'occupe des repas et desserts, bienvenue. Donc lui, c'est le chef. Elle voit le menu, elle se dit, donc c'est bien un café. Donc elle est embrouillée un peu. Hein. Donc c'est un temple, mais c'est un café. D'ailleurs, on voit ici le café set, le cake set, il y a le Enlightenment
pancake, le pancake de l'éveil. Alors, je veux bien goûter, Sophie, si on peut se faire des pancakes de l'éveil la prochaine fois qu'on se fait des pancakes. On se prend des pancakes de l'éveil. Et donc, il continue, le manager, il dit, voilà, c'est un endroit où les gens peuvent se relaxer avec une tasse de thé et se familiariser avec le bouddhisme. Voilà, c'est vraiment ce que je vous disais, hein, c'est le but de ces cafés-là. Et après, on a le vice-manager, le manager, le sous-manager, qui s'appelle Kai-san, qui est du coup le moine Shingon. Il dit, je m'occupe du menu caché. Et qu'est-ce que le menu caché? Il y a la divination en feuilles de thé, sur la base de feuilles de thé, 3000 yens. Protection contre le mauvais œil, 5000 yens. Incantation, 10 000 yens. Exorcisme, 30 000 yens. Et elle s'est dit, mais c'est Julie qui répond, mais c'est quoi cet endroit? Du coup, elle est perdue, parce qu'elle se dit, c'est un temple, c'est un café. Et après, il y a Joe qui arrive avec son menu ultra bizarre. Elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Et ça, ici, hein, bien sûr, c'est typique Shingon. On va pouvoir payer pour faire des cérémonies, pour se débarrasser des malédictions, s'apporter de la chance, essayer de faire de la divination. C'est beaucoup plus ésotérique, hein, comme je l'ai dit, hein, c'est un bouddhisme ésotérique, que les autres formes de bouddhisme. Et donc, lui, il s'occupe du menu caché. Jarvanté qui s'est pas donné. Ah ouais, mais après, si tu veux te débarrasser de la malédiction, si t'as besoin d'un exorcisme, voilà quoi. Ça se paye un exorcisme. Ah, c'est le plus vénal du groupe, hein, Kaisan, hein, clairement. Alors, donc je disais, hein, pourquoi est-ce qu'on a des cafés tenus par des moines, hein, c'est ce que je disais au début. Le but, c'est de ramener le bouddhisme dans la vie quotidienne des Japonais. Et on a certains temples qui ont un café directement dans l'enceinte de leur temple. Donc on va des fois avoir ces cafés qui sont en dehors, mais des fois certains cafés dans des petits temples sont voilà, directement dans l'enceinte. Ils vont reconvertir un des bâtiments du temple pour en faire un café. Donc là, on n'a pas trop l'historique, je crois, à ce niveau-là du manga, et je me souviens plus dans la suite. Mais a priori, c'est un café qui est en dehors du temple. Mais je peux me tromper, je me souviens plus très bien. Et donc, on disait un Shingon-shu, il y a du coup des enseignements cachés et des pratiques plus ésotériques de protection, de divination, mais aussi, et ça, il faut faire attention à ça, mais le Shingon a aussi été utilisé à une époque pour faire des malédictions. Parce que, qui dit protection, qui dit exorcisme, dit possiblement que les personnes ont la possibilité de faire des malédictions. Et donc, c'est un peu une face obscure des formes de bouddhisme ésotérique, qu'elles ont quand même été utilisées pour maudire les gens aussi. On peut facilement retourner la pratique dans l'autre sens. Alors vous vous dites, mais ouah, attendez, comment ça? C'est des moines bouddhistes qui font des malédictions. Ils lancent des sorts de malédictions sur des gens, on est où là? Qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut savoir que le bouddhisme au Japon a quasiment depuis son départ été sponsorisé par le gouvernement japonais. Donc que ce soit l'empereur ou les diverses shoguns, par les nobles, etc. Étant donné que les temples, du coup, dépendaient de ces sponsors-là pour arriver à survivre, si à un moment, le temple est un peu dans la dèche, et t'as ton sponsor favori qui dit « Écoute, c'est soit je vais voir ailleurs, soit tu me fais une petite malédiction pour aller rendre malade mon collègue dont j'ai envie de prendre la place, c'est soit tu fais ça, soit sinon je vais aller me démerder, je vais voir ailleurs. Il y aura bien un mec qui pourra bien me faire une malédiction. » Donc, ça a existé, aussi contre-instinctif que ça puisse être, des moines bouddhistes qui font des malédictions, et principalement dans le bouddhisme ésotérique, bien sûr. J'ai derrière moi, dans ma bibliothèque, derrière moi là-bas, dans ma bibliothèque, un livre sur une divinité courroucée qui s'appelle Aizen Myo, qui est du coup un peu le duo qui va avec Fudo. Donc je vous avais dit Fudo, hein, je vous l'avais montré un petit peu avant. Fudo qui est là, voilà, Fudo Myo. Fudo Myo, donc, qui transforme la colère. Aizen Myo, c'est une autre divinité courroucée qui va transformer les pulsions sexuelles, la luxure, en compassion et en sagesse. Et en fait, Aizen était du coup associé au concept d'amour et a pu être utilisé de temps en temps pour essayer de faire des petits rituels pour faire tomber amoureux quelqu'un, voire carrément maudire de façon un peu plus poussée. Et donc le livre détaille, et le livre que j'ai sur Aizen détaille notamment certains cas où cette divinité a été utilisée de façon négative. Donc voilà, ça se fait, c'est pas cool. Ne faites pas ça. Ne maudissez pas des gens. N'utilisez pas le bouddhisme pour maudire des gens. C'est pas le but à la base, hein, clairement, faut pas faire ça. Mais ça a existé. Voilà. Hâte de voir des temples bouddhistes sponsorisés par Coca-Cola. Bah, tu sais, des fois, ouais, on n'en est pas loin. Hein. Ça peut être aussi une des autres raisons pour laquelle ces moines font un café bouddhiste. C'est que
Il y a beaucoup, beaucoup de temples au Japon, surtout dans les zones un peu rurales, qui se retrouvent bien dans la dèche au niveau financier. Parce que, eh bien, la population a de plus en plus tendance à se diriger vers les villes. Du coup, bah, les petits temples de campagne ont de moins en moins d'adhérents. Et donc, bah, qui dit moins d'adhérents dit moins d'argent pour le temple. Et le problème, c'est qu'un temple bouddhiste qui est tout en bois, qui est pour certains vieux de plusieurs siècles, eh bien, ça coûte très très cher quand il faut aller le rénover. Quand il faut l'entretenir, il faut entretenir les jardins, il faut entretenir les statues, il faut entretenir le bois et tout, remplacer les pièces, les tuiles et tout. Donc, eh ben, il y a pas mal de moines qui se retrouvent obligés de faire un deuxième job, qui doivent prendre un temps partiel, en plus de leur travail de moine, pour pouvoir subvenir aux besoins du temple. Et donc, ça peut être aussi une des raisons pour laquelle ce café va être créé, c'est pour permettre peut-être à certains de ces moines-là de faire survivre leur temple à côté. Ça peut être aussi une option. Donc voilà, les malédictions et le fameux menu secret qui est un peu cher. Et voilà, dans ce café, hein, on peut boire un thé, parler bouddhisme, et éventuellement se faire enlever une malédiction via notre petit exorcisme en chef, Kai-san. Voilà, voilà. Alors, si on continue, on va voir un petit peu notre jeune Ruli en action. Parce que là, on a parlé beaucoup des autres, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe avec elle? Donc, elle commence. C'est la légendaire Ruli. Vous allez voir qu'elle est assez particulière, en fait. Elle demande puis-je prendre votre bagage? Donc, les gars, ils sont contents. Hein. Je suis content que Ruli soit là pour nous aider. C'est un vrai rayon de soleil. Sauf que, elle arrête pas de se casser la gueule. Elle pète tout en tape avec la valise qui tape et qui fait tomber les vases et tout. Et là, Kai-san donc déroule son résumé. Et il voit, nous sommes le 108e établissement pour lequel elle bosse. La moitié a fait faillite. Et donc ils disent, nous avons peut-être embauché un dieu légendaire de la destruction. Donc Luli serait un dieu, une déesse légendaire de la destruction. Ah oui, quand je dis Luli, on dirait Gulli, ouais. C'est vrai, Gulli. Donc là, il n'y a pas grand-chose à décrypter, à part le fait que c'est drôle, parce qu'elle est vraiment extrêmement maladroite, et donc elle n'arrête pas de se faire virer. Mais il y a un élément qui est important d'un point de vue bouddhisme, c'est le fait qu'elle ait été virée de 108 établissements. 108 établissements, c'est important parce que le chiffre 108 a une signification dans l'histoire du bouddhisme. On va regarder ça ensemble. 108, vous l'avez peut-être déjà entendu parler pour certains. 108, en fait, c'est le nombre de coups qu'on va donner sur la cloche, le nombre de fois où on va faire sonner la cloche au nouvel an. Et pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, en fait, voilà, 108 perles au chapelet également. 108 perles au chapelet, 108 coups de cloche. En fait, c'est parce que dans le bouddhisme, notamment le bouddhisme japonais, mais pas que, hein, dans le bouddhisme, en fait, on va considérer que 108, c'est le nombre de désirs ou d'attachements que les gens vont avoir. Pourquoi est-ce qu'on arrive à ce chiffre de 108? Attention, on va faire des maths en live, ça va être incroyable. Vous pensiez faire du bouddhisme, on va faire des maths. On va considérer déjà qu'il y a 6 organes des sens, suivant le bouddhisme. C'est-à-dire nos 5 sens habituels, hein, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, etc. Plus un 6e qui est le mental. Dans le bouddhisme, ceux qui suivent mes lives du vendredi le savent, dans le bouddhisme, on ne va pas séparer le physique du mental, on va simplement considérer que le mental est un sens en plus qui a pour objet les objets mentaux. Dans la même façon que l'œil a pour l'objet ce qu'on voit, que l'ouïe a pour objet les sons, l'odorat a pour objet du coup les odeurs, le mental a pour objet les objets mentaux. Donc on va dire de base il y a 6 sens. Ensuite, ces sens vont pouvoir, quand ils rentrent en contact avec des objets, générer 3 types de sensations. Des sensations qui vont être plaisantes, des sensations qui vont être neutres, des sensations qui vont être déplaisantes. Donc on a 3 types de sensations. On a également 2 types d'apparitions. On va pouvoir ressentir les choses qui viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Les éléments qui peuvent pouvoir agir depuis l'extérieur de nous ou des choses qui sont directement en nous. Il va y avoir 3 temps, le passé, le présent et le futur. Et donc, quand on combine tous ces éléments-là, ça fait 6 x 3 x 2 x 3, et on va arriver comme ça à 108. S'il n'y a pas eu d'erreur de maths. Et donc, c'est de là que sort ce 108. On va dire que du coup, chacun des sens va pouvoir générer, par exemple, quand mon œil va rentrer en contact avec le chat et je vois le commentaire de Jardin de Thé qui dit 108 perles au chapelet, j'avais oublié de le mettre, ça me génère une sensation plaisante, donc auquel je vais pouvoir potentiellement m'attacher. Je suis content, je dis ah ouais, le chat participe, ça fait plaisir. 2 types d'apparitions.
Donc là, c'est une apparition externe, hein, c'est une réaction externe, mais qui va générer du coup une appréciation interne en moi. Le temps, en réalité, ça s'est passé dans le passé. Là, ça peut se paraître au présent parce que j'en parle maintenant, mais au moment où je l'ai réagi, c'était peut-être dans le passé, mais j'y suis encore attaché. Et donc, ça, c'est une combinaison. Et donc, quand on combine tous ces différents cas de figure, on se retrouve avec 108 potentiels attachements. Et c'est ça, du coup, que représente ce terme 108. Et donc, quand on va sonner la cloche ou quand on va égrener le chapelet, on va, du coup, essayer de vaincre à chaque coup une passion mauvaise, un attachement. Donc, un attachement par perle, un attachement par coup de cloche. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire. Ouais. Et salut Galimanou, merci pour ton follow. Excellent, excellent. Donc voilà l'histoire de la cloche et pourquoi est-ce qu'on sonne 108 fois et pourquoi est-ce qu'il y a 108 perles dans un chapelet normal. Alors moi j'ai un chapelet en mode réduit, hein. Ça c'est le chapelet usuel qu'on a, donc il n'y a clairement pas 108 perles sur les chapelets petits, les petits chapelets qu'on utilise de façon plus commune, mais il y a des chapelets effectivement plus longs où là on va avoir les 108 perles. Donc voilà, Luli, c'est une déesse potentielle de la destruction. Et donc, on va en savoir un petit peu plus avec elle. Hein. Le test de la céramique. Elle nous dit, la vérité, c'est que je fais tellement de bourdes que partout où je vais, je me fais tout de suite virer. Dans le milieu, on l'a surnommée Luli, l'amulette qui porte malheur. Donc, c'est une amulette porte-malheur. Donc, quand elle arrive là, elle pète tout. Le business s'écroule, c'est une catastrophe. Je ne veux pas l'embaucher dans mon équipe, s'il vous plaît. Mais elle va tomber sur un moine zen. Et le moine zen, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est ok d'essayer de faire les choses à ton rythme. Tu as des compétences, alors s'il te plaît, fais de ton mieux. Il est encourageant. Et là, elle est trop heureuse parce qu'elle se dit, j'étais certaine de me faire virer à nouveau. Et voilà le résultat de ces efforts. C'est une destruction complète. Vous voyez ici, pour les amateurs de Jizo, hein, comme moi, le Jizo est tombé, sa tête est en train de rouler sur le sol, la vaisselle est détruite, le Kakejiku, il y a de l'encre qui est tombée dessus, je sais pas ce qu'elle a fait. Elle a wasted le café. Il est wasted. Et donc, quelle est la réaction de Kosan, le moine zen? Il dit, dans tous les cas, il faut être capable de pardonner avec calme les erreurs des autres. C'est un entraînement. Vous voyez là, il tient dans ses mains, c'était son bol, sa céramique préférée, qui a été détruite, quoi, qui a été défoncée. Kosan. Thierry qui a mis le petit Jizo qui pleure, c'est tellement ça. C'est ça, le Jizo, il est dead. D'ailleurs, je vais même vous mettre carrément un Jizo blasé dans le chat. Voilà, Jizo blasé. Il est blasé. Donc voilà. Alors, il y a des choses intéressantes à discuter au niveau bouddhisme quand on voit justement cette partie du manga. La première chose, c'est intéressant de discuter du concept de bodhisattva. C'est un concept dont j'ai déjà parlé, hein, ceux qui ont assisté à mes lives connaissent bien ce concept, mais je vais quand même en reparler un petit peu. Le bodhisattva, c'est une personne qui a fait le vœu de pratiquer le bouddhisme pas seulement pour lui-même, mais pour libérer tous les autres êtres autour de lui. Donc on n'est pas un bodhisattva pour soi, on est un bodhisattva pour les autres. Donc en fait, on va pratiquer pour soi et pour les autres. Le but, c'est d'aider les autres à se libérer de la souffrance en même temps que nous. Et donc, c'est ces bodhisattvas qui, à terme, vont devenir des bouddhas après un long parcours. Et les bodhisattvas, ils vont pratiquer principalement ce qu'on appelle les 6 perfections ou les 6 paramitas. Et là, je trouvais justement, je voulais en parler parce que je trouvais que dans ce panneau-là du manga, on voit assez clairement les 6 paramitas, enfin quelques-uns de ces paramitas. Je vous lis les paramitas, les 6 paramitas. On a la générosité, la discipline, donc c'est les préceptes, la patience, l'effort, la méditation et la sagesse. Donc vous voyez ici, on retrouve un certain nombre de paramitas. Hein. Koro-san, il fait un peu office de bodhisattva ici, hein, pour la petite Luli qui vient de débarquer. Déjà, il est généreux parce que il accepte de la garder avec lui, il lui offre ce travail, il lui offre ses conseils, il lui offre ses encouragements. Donc c'est quelqu'un de généreux, il pratique le don. Et on va aussi dire dans le bouddhisme que le meilleur don qu'on puisse faire en termes de générosité, c'est le don des enseignements bouddhistes. Donc lui, il accepte de la prendre sous son aile et il va cultiver le bouddhisme, il va lui enseigner le bouddhisme. Donc voilà, c'est le côté générosité. Discipline, là, bon, c'est surtout précepte, on ne le voit pas des masses ici. Par contre, clairement, la patience, là, c'est vraiment ce qu'on voit dans la dernière slide, hein, la patience. Il dit, ok, elle a détruit mon bien préféré, mais voilà, je vais rester patient. En fait, la patience, c'est ça, hein, c'est savoir endurer.
les choses qui sont difficiles, tout en gardant justement cet esprit de générosité, de bonté, ces vœux de vouloir aider les êtres. Donc là, lui, il est vraiment en plein dedans. Là, il exerce sa patience devant la catastrophe qu'est Lully. Il y a aussi l'effort. Hein. Vous voyez, il dit à Lully d'essayer de faire de son mieux. Il l'encourage à faire des efforts dans sa pratique. Et lui aussi, hein, c'est aussi un effort de son côté hein, de pas s'énerver. Je pense là, il est au bout de la crise de nerfs. Il a la larme et tout là, il en peut plus. Vous voyez, il est tellement déprimé. Mais voilà, il pratique aussi l'effort, il pratique la patience et l'effort. Hein. La méditation, bon là on le voit pas vraiment ici, et on a aussi la sagesse. Et là je rejoins, hein, j'ai vu le jardin de thé qui dit ne pas s'attacher aux choses matérielles. En fait ça fait partie justement de ce qu'on va retrouver dans la sagesse. La sagesse, dans le bouddhisme, en fait, c'est comprendre que justement toutes les choses conditionnées sont impermanentes. Hein. C'est ce qu'il disait quelques pages avant, hein. Toutes les choses conditionnées sont impermanentes. Donc, eh bien, dans ces cas-là, c'est normal qu'un jour ou l'autre, votre céramique préférée finisse en miettes. Ça arrivera de toute façon. C'est normal. Ça fait partie du cycle logique des choses. Toutes les choses conditionnées sont impermanentes. Donc là, voilà, il pratique aussi hein, la sagesse en prenant conscience de ça et en se disant, bon, ben, c'est pas grave, c'est pas pour ça que je devrais m'énerver parce que au final, c'est normal que cette chose soit détruite. Donc, bon, elle a été détruite peut-être plus vite que ce qu'il en aurait eu envie, hein, bien sûr, parce que clairement, il aurait préféré que ça n'arrive pas. Mais il a aussi conscience de ça. Ça fait partie de sa pratique de bodhisattva. Donc voilà, c'est... Je trouvais cette slide assez drôle parce qu'on voit vraiment qu'il est au bout, hein, comme dit Gulli. Il va se transformer en Super Saiyan ou Sarah Cottage qui dit qu'il va avoir un ulcère. On voit vraiment qu'il est au bout. Hein. Il est au bout de sa vie, mais il s'énerve pas. Voilà, il garde cette pratique de bodhisattva, de la patience, de la générosité et de la sagesse. Il dit c'est un entraînement. Il le dit lui-même, il dit c'est un entraînement au paramita. Et ça, c'est quelque chose hein, qui peut se pratiquer dans le cadre du bouddhisme. Les paramitas, c'est des choses qui peuvent se pratiquer au quotidien. Effectivement, dans des situations qui sont un peu plus conflictuelles, on peut essayer de pratiquer la patience, on peut essayer de pratiquer l'effort dans l'étude quand on commence à en avoir marre, on peut essayer de pratiquer la sagesse hein, en prenant conscience que toutes les choses sont impermanentes, que nous-mêmes, on est impermanents, que les choses n'ont pas non plus de soi. Ça, c'est important dans le bouddhisme, j'en ai déjà parlé assez souvent, mais le fait que du coup, on va considérer dans le bouddhisme qu'il n'y a pas de soi qui soit permanent et qui soit indépendant des causes et conditions. On est en permanent changement. Donc là aussi, il le pratique avec ça. Avec Lully, il se dit, bon, ben, elle va arriver à s'améliorer. Donc il est aussi optimiste par rapport à ça. Il dit, tous les gens peuvent changer. Voilà, donc vous allez pouvoir cultiver tout ça dans les conditions de la vraie vie. Je vois Sarah Cottage qui dit, n'empêche, ça fait réfléchir sur nos réactions. Voilà, c'est important. Et Jardin Thé qui dit il est au bord de l'implosion, exactement. Et en fait, alors je dis pas, moi aussi, bien sûr, hein, je m'énerve, et surtout, alors moi, Jodo Shinshui, voilà, on n'est pas, clairement, on le dit toujours hein, depuis le début, on n'est pas des gens parfaits, très loin de là. Mais il n'empêche que le fait justement de pratiquer, alors autant l'étude, mais aussi ça, c'est pas suffisant, mais pratiquer via la méditation, via dans notre cas la récitation du nom du Bouddha Amida, penser au Bouddha Amida, etc. On va en fait au fur et à mesure quand même un peu se transformer. Et on va parfois prendre un peu plus de recul, c'est-à-dire que des situations où on se serait emporté naturellement, on va peut-être arriver à avoir des fois cette microseconde qui est suffisante avant d'exploser. Hein. C'est-à-dire une personne normale, dans le cas de Koro-san, aurait peut-être juste littéralement pété un câble direct et se serait énervé à lui gueuler dessus à la pauvre fille. Mais en fait, là, lui, peut-être que grâce à toutes ces années de méditation, il a justement cette espèce de microseconde avant d'exploser, où il prend conscience du fait qu'il va exploser, et c'est à ce moment-là où il peut activer les paramitas en disant, repensant à ça, en disant, ok, c'est pas sa faute, elle l'a pas fait exprès, de toute façon, cette céramique aurait fini par être pétée, donc pourquoi est-ce que je m'énerverais sur la pauvre fille, quoi. Elle est gentille, elle essaye d'aider, c'est pas sa faute, elle est un peu boulette, bon, ben, c'est comme ça, quoi. Ouais, voilà, il n'empêche qu'au fond de lui, il a un énorme seum, hein, on est d'accord, mais il y a une différence entre avoir le seum à l'intérieur et renvoyer son seum sur tout le monde autour de soi. C'est complètement différent. On peut avoir le seum au fond de lui, parce que clairement, on voit qu'il est deg, il est vraiment dégoûté que sa céramique soit pétée, mais entre ça et le fait d'exploser en vol et de commencer à insulter tout le monde, là se trouve vraiment le moment où on peut jouer pour justement pratiquer cette idée du bodhisattva qui va faire le bien des autres. C'est-à-dire que clairement, Lully, elle sait qu'elle est maladroite, elle sait qu'elle arrête pas de se faire virer. C'est pas en lui gueulant dessus une énième fois qu'elle va changer. En fait, au contraire, il faut l'encourager, il faut être plus doux avec elle. Et c'est ça la pratique du bodhisattva. Donc voilà, je trouve ça intéressant, hein, sa façon de réagir, et je trouve qu'on peut tous s'inspirer de Koro-san. Voilà.
Moi, ça m'était arrivé une fois, hein, comme ça, où j'avais un petit Butsudan, quoi. Ouais, voilà, il est là en bas, à côté du Hanpan, ce petit truc-là. Ça, c'est un petit hôtel bouddhiste. C'est un des premiers que j'ai eu. Maintenant, j'ai le gros hôtel bouddhiste qui est derrière moi. Mais au début, j'en avais un tout petit que j'avais acheté à Kyoto. Et en fait, c'est un peu de la camelote, hein. Il faut savoir qu'au Japon, tous les attirails bouddhistes, ça coûte un bras. Enfin, tous les accessoires, les butsudan, ça coûte vraiment très très cher. Et donc, bah, moi, à l'époque, j'avais pas forcément trop les moyens, d'autant plus de ramener un truc énorme et de me le faire envoyer, hein, depuis le Japon jusqu'à la France. Donc, j'avais acheté un tout petit butsudan comme ça, un peu en camelote, qui tenait dans ma valise. Et donc, il a tenu un peu de temps. Je l'avais mis sur une petite table de nuit. À l'époque, c'était là-dessus que je pratiquais, hein. J'avais ça, j'avais un petit parchemin de Bouddha dedans. En fait, un jour, mon chat, Bonnie, il a eu peur d'un truc et il a sauté dessus. Il a renversé le bout de Soudan qui est tombé par terre et qui s'est explosé. Le truc s'est cassé. Et là, pareil, en fait, j'ai eu la même réaction. Au fond de moi, j'étais comme Kosan, j'étais vraiment comme ça. J'avais la même tête, je pense. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire? Quoi, j'engueule le chat, il sait pas ce qu'il fait. Il va même pas comprendre qu'il a pété un truc, en fait. Il a eu peur, en plus, parce que c'est tombé. En plus, il est peureux, donc il a eu double peur. À quoi ça sert que je gueule sur le chat, en fait? Donc, bah, j'ai pas gueulé sur le chat, j'ai juste eu intérieurement énormément le seum. Et, euh, et voilà, et du coup, bah, c'est un exemple où j'ai eu la chance d'avoir cette microseconde qui m'a empêché de péter un énorme plomb. Il y a malheureusement des autres moments de ma vie où cette microseconde, je ne l'ai pas eu et je me suis un petit peu énervé pour rien. Donc ça, bien sûr, on n'est pas parfait, hein, c'est pas le but. Mais c'est de se dire qu'il y a des moments où cette pratique, nos pratiques en tant que pratiquants bouddhistes, vont permettre quand même peut-être d'avoir voilà, ce moment de réalisation en se disant wow, j'ai failli m'énerver là. J'ai failli m'énerver pour rien sur quelqu'un en fait. Ça n'aurait pas aidé, ça n'aurait rien amélioré. Donc ça sert à rien de le faire en fait. Donc voilà, c'est Koro-san. Moi, je trouvais ça assez sympa, ce qu'il partage là. Voilà, je regarde un petit peu ce que vous m'avez mis. Il est au bord de l'implosion. Voilà, c'est ça, bah, comme moi quand mon Butsudan est tombé. En fait, cette fille, c'est un cadeau pour les pratiques. Et ben, en fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça, en fait. C'est une fille qui est idéale pour pratiquer le bouddhisme, pratiquer la patience, pratiquer la sagesse, la générosité. Elle est pratique pour ça, hein. Et j'entends qu'il dit, oui, intéressant cette microseconde pas évident à appliquer. Ouais, je suis d'accord, ouais. Complètement, complètement. Mais c'est ce que je dis, hein, des fois. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est quand vous rendez compte, en fait, que ben, vous vous êtes énervé pour rien. Repensez à ça en vous disant, ah ouais, ben, c'est vrai que là, ouais, je me suis énervé. Bon, bah, c'est arrivé, je peux pas changer le passé, hein, c'est fait. Vous pouvez toujours, d'ailleurs, vous excuser auprès de la personne, hein, si vous êtes énervé pour rien. Mais de l'autre, ça peut aussi vous faire prendre conscience de, ah, c'est vrai que la prochaine fois que je suis dans ce genre de situation, est-ce que j'ai pas une possibilité peut-être d'être un peu plus attentif à moi-même et d'éviter, ben, du coup, de faire du mal aux autres par mon comportement, en fait. Mais à nouveau, hein, c'est pas facile à faire et on va tous retomber. Même Kosan, hein, je pense qu'il y a des moments où il pète un plomb. Là, c'est juste que dans ce cas présent, il arrive à faire usage de cette réalisation de microsecondes pour ne pas péter un énorme plomb. Voilà, voilà. Et ça fait réfléchir. Merci beaucoup si ça vous a fait réfléchir, c'est très cool. Bah, voilà, en tout cas, je pense que je vais déjà m'arrêter là. Après, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va rentrer un petit peu plus dans le détail des différents personnages. C'est-à-dire, donc, bon, on a vu un peu Kosan, on a un peu abordé un, mais on va redétailler aussi quelques éléments par rapport au Zen. On a ensuite euh, Ren-san, donc, qui est lui le moine Jodo Shinshu, où on va discuter un petit peu du Jodo Shinshu. Et on a le moine Shingon, où là, on pourra discuter un petit peu plus aussi du Shingon. Donc pour l'instant, je suis allé jusque-là, mais je pense que pour aujourd'hui, on peut déjà s'arrêter ici, hein, ça fait déjà une petite heure, et ça permettra du coup d'attaquer plus en détail, en fait, chacun de ces moines avec leurs caractéristiques et on va dire leurs faiblesses, leurs petits défauts, qui sont pour beaucoup liés à leur propre école du bouddhisme. Voilà. Est-ce que vous aviez d'autres questions, d'autres points que vous aimeriez discuter? Je vous proposerai d'ailleurs juste après, une petite session de méditation pour ceux qui veulent participer avec moi. Une session de méditation, bien sûr, qui n'est pas obligatoire du tout, hein, c'est pour ceux qui le souhaitent. S'il y en a parmi vous qui sont intéressés par le bouddhisme, mais qui sont dans d'autres religions et qui ne veulent pas pratiquer une forme de méditation qui soit bouddhiste, vous pouvez aussi profiter du temps où on sera ensemble pour pratiquer dans votre propre religion. C'est tout à fait OK, hein. Le but, c'est justement de pratiquer ensemble. C'est vraiment très cool. Je vois, il y a Jardinté qui dit « J'ai pas vu le temps passer ». Amandine qui dit très jolie découverte, merci, merci à vous, hein. Belle découverte, j'ai appris des choses. Ah, c'est cool, ça c'est cool si ça vous a fait apprendre des choses. Voilà, je trouvais ça vraiment excellent, hein, cet aspect contemporain. Là, on n'est plus du tout dans les autres lives que je fais où on étudie des textes historiques. Là, on est vraiment sur du moderne
sur la vision et sur la vie de moine à notre époque actuelle, quoi. Comme vit un moine, comme moi je vis en tant que moine. Donc je trouve que c'est vraiment sympa parce que ça casse pas mal de clichés tout en permettant du coup d'enseigner, quoi. Il y a Gulli qui dit il y aura une suite. Oui, oui, alors je vais faire ça pour l'instant toutes les 2 semaines. Parce que c'est vrai que ça demande un petit peu de préparation. Hein, vous avez vu, il a fallu que je traduise toutes les bulles, que j'essaie de retirer les enseignements de chaque chapitre pour avoir des choses à discuter avec vous. Donc ça demande un peu de temps. Donc je vais le faire toutes les 2 semaines pour l'instant, jusqu'à ce que le manga parte un peu plus sur le côté romance, un peu moins sur le côté bouddhisme. Mais bon voilà, là on a encore de quoi faire un petit peu, hein, bien sûr. Et du coup, voilà, le prochain ce sera lundi dans 2 semaines. Et ce sera toujours dans le cadre des ateliers de la formation Objectif Japon. Bah, je trouve que ça vaut le coup de continuer à creuser. Il y a un panneau un petit peu plus loin, un chapitre un peu plus loin où il parle justement aussi du fait pourquoi est-ce qu'ils sont chauves. Donc voilà, il y a pas mal de choses intéressantes, vous allez voir, c'est assez... Enfin, pourquoi ils ne sont pas chauves, justement. Pourquoi des gens comme moi, on est des moines et qu'on a des cheveux, hein. C'est cool. Il y a Christine qui dit c'est très sympa pour apprendre, une façon très sympa d'apprendre. C'est très ludique, en fait, c'est très ludique. Merci beaucoup pour ton travail. On découvre plein de choses que dit Jardin de Thé. Bah, merci à vous, hein. Très, très cool. Babouchka qui dit trop contente avec ma compagne de route, on a traduit les 6 ou 7 premières vignettes et on s'est bien débrouillé. Ah bah super, bien joué. C'est vrai que moi voilà, j'avais commencé aussi je l'avais acheté à la base en japonais aussi pour m'entraîner à lire. Alors j'étais pas allé extrêmement loin, mais vu qu'à l'époque j'étais justement au Japon en école de langue, à l'époque quand je l'ai acheté, hein, c'était en 2018, j'étais en école de langue et il y avait 3 premiers tomes qui étaient sortis. J'avais pu les trouver dans la librairie qui était juste à côté de notre appartement à Kyoto. Et du coup, je l'avais pris pour m'entraîner. Et c'est vrai que c'est un bon entraînement. Après, c'est pas forcément évident parce qu'il y a certains termes qui sont assez spécifiques au bouddhisme, notamment. Et il n'y a pas énormément de furigana. Je crois qu'il n'y en a pas quasiment pas, en fait. Vraiment, sauf sur des mots très compliqués, issus du bouddhisme, que le japonais moyen ne comprendrait pas. Mais comme c'est un manga qui est vraiment à destination d'un public adulte, enfin, c'est clairement pas à destination d'adolescents ou autres, même s'il n'y a rien de graphique ou quoi que ce soit, hein, mais c'est juste que le thème, clairement, ça n'a pas été conçu pour des ados ou des enfants, hein, c'est pour des adultes intéressés par le bouddhisme. Voilà, ils estiment que tout le monde sait lire les kanji, les 1000 et quelques kanji normaux du journal, c'est bon, ils savent les lire, quoi. Du coup, ils les mettent que pour les termes bouddhistes un peu plus chelous, quoi. Et merci Dark Kitty 25 pour ton follow. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Ah, Gulli qui dit prenez déjà des paris avec qui Luli va finir. Je mise sur Rennes. Alors moi, je sais qui, donc je vais pas rentrer dans le détail. Je sais qui a une attraction pour elle, une attirance pour elle, et avec qui elle a une attirance. Et je ne spoile pas, on verra si on arrivera jusque là.